Tandis que l'Iran sombre de plus en plus sous le poids des sanctions occidentales, avec sa monnaie en chute libre, une inflation galopante qui ronge le pouvoir d'achat de la population, des réseaux commerciaux brutalement restreints et un isolement diplomatique quasi total. Un phénomène aux proportions inattendues capte l'attention des analystes, des journalistes et des grandes puissances, la lente mais constante résurgence de la Syrie. Il est étonnant de penser que, quelques semaines auparavant, Damas et ses environs ressemblaient à un véritable échiquier de guerre en ruine, où les zones de conflit changeaient constamment et la gouvernance était morcelée. Aujourd'hui, une partie de ce même territoire montre des signes de stabilisation politique, de flux de reconstruction et surtout d'ambition renouvelée pour se réinsérer dans le paysage régional et mondial. L'épicentre de ce tournant est la figure d'Ahmed al-Shara, un homme dont la biographie pourrait tout à fait servir de scénario pour un thriller politique émaillé de revirements et de trahisons spectaculaires. Issu d'une famille de paysans alaouites de la province de Hama, al-Shara grandit dans la pauvreté et au cœur de tensions sectaires qui alimentent depuis des décennies le chaudron syrien. À 18 ans, il quitte la faculté de droit pour rejoindre un groupe de combattants qui, à l'époque, s'opposait à la fois au régime de Bachar al-Assad et à l'occupation étrangère. C'est là qu'il reçoit son premier nom de guerre, Al-Amido, le sage, en raison de rares moments où il faisait preuve de discernement dans ses décisions tactiques. Mais cette facette modérée se dissipe rapidement. En 2011, à l'invitation directe d'Abou Bakr al-Baghdadi, il franchit la frontière pour fonder une branche de l'État islamique en Syrie, implantant des cellules à Raqqa et dans la région de Deir ez-Zor. Sous l'égide de l'État islamique, son prestige grandit au fil d'offensives rapides et impitoyables contre les forces loyales au gouvernement. Des témoignages décrivent une discipline de fer et des exécutions publiques pour punir les déserteurs. Cependant, au milieu de 2013, al-Shara rompt avec l'EI, motivé, selon des sources locales, par des divergences stratégiques et des rivalités internes avec d'autres commandants radicaux. Puis se rallie à Al-Qaïda, transformant d'anciennes cellules de terreur de masse en unités de guérilla urbaine spécialisées dans des frappes chirurgicales contre des positions militaires russes et iraniennes. La trajectoire devient de plus en plus erratique. En 2016, il se sépare d'Al-Qaïda, mécontent du manque de soutien logistique et des soupçons quant à l'utilisation de civils comme boucliers humains. Sollicité par des chefs tribaux, il négocie des cessez-le-feu régionaux et coordonne la remise de prisonniers contre des fournitures médicales, signe qu'il cherche, même en pleine barbarie, une forme de légitimité. Son acte le plus audacieux survient en 2017 lorsqu'il unifie 16 groupes rebelles sous la bannière de Hayat Tahrir al-Sham, HTS, prenant le contrôle administratif d'Idlib. Tribunaux populaires, écoles rouvertes avec des programmes adaptés et services de santé de base voient alors le jour sous sa supervision, attirant l'attention d'ONG régionales et même de certaines ambassades occidentales soucieuses de contenir l'afflux de réfugiés. Lorsque, le 10 décembre 2024, Bachar al-Assad est finalement contraint de quitter le palais présidentiel, la Syrie entre officiellement dans une phase de transition. La chute d'un régime qui avait duré plus de 24 ans marque à la fois la fin d'une ère de répression brutale, marquée par des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés, et le début d'un flou total. Qui assurera la sécurité? Qui organisera des élections? Qui relancera l'économie dévastée? Al-Shara, fort de son mélange de crédibilité militaire et de gestes ponctuels de clémence, s'impose comme le candidat naturel au poste de président par intérim. Les toutes premières semaines de son gouvernement transitoire constituent un véritable feu de l'épreuve. Des factions restées fidèles à l'ancien régime, des milices kurdes ayant établi des zones d'autonomie dans le nord-est et des mercenaires turcs dans la région d'Afrin tentent des contre-attaques.
Mais, grâce à un pragmatisme surprenant, Al-Shara offre une amnistie générale aux soldats d'Assad qui déposeraient les armes avant une certaine date de janvier, tout en nouant des accords de partage des recettes pétrolières et des droits d'exportation de phosphate avec des chefs tribaux locaux. Pour prouver sa bonne foi à la communauté internationale, il proclame la neutralité de la Syrie dans les conflits régionaux, évitant toute mention directe d'Israël, des États-Unis, de l'Iran ou de la Russie, préférant parler de pays amis ou de anciens adversaires. Le coup de théâtre survient le 13 mai 2025, lorsque Donald Trump, alors président des États-Unis, annonce la suspension de plusieurs sanctions unilatérales contre Damas. Trump évoque la nécessité de donner à la Syrie une seconde chance pour réaliser son potentiel et de construire des ponts de coopération plutôt que des murs d'hostilité. Quelques heures plus tard, il reçoit Al-Shara au bureau ovale et scelle un protocole confidentiel prévoyant le maintien de bases d'opérations antiterroristes américaines à proximité de Deir ez-Zor, le retrait des milices palestiniennes liées à l'Iran des zones urbaines densément peuplées, la garantie que d'anciens collaborateurs occidentaux ne seraient pas poursuivis ou persécutés. En échange, la Maison-Blanche s'engage à débloquer des fonds trilatéraux pour la reconstruction d'hôpitaux et la remise en service des raffineries de pétrole de Homs et d'Alep, ainsi qu'à faciliter des prêts de la Banque mondiale sous la supervision de comités internationaux pour des projets d'infrastructure. Sur le plan géopolitique, les bénéfices pour Washington sont clairs. Isoler l'axe Téhéran-Moscou, réduire le flux de ressources iraniennes transitant par l'Irak, regagner de l'influence au Levant sans déployer de troupes sur place et, surtout, freiner l'avance chinoise qui investit dans le port de Latakia et installe des centrales solaires dans le désert syrien depuis 2023. Pour l'Arabie saoudite, la Turquie et les Émirats arabes unis, principaux alliés des États-Unis dans la région, cette alliance ouvre la voie à la réouverture de corridors terrestres transsyriens, à l'exploitation de gisements de phosphate à Palmyre et à la revitalisation du tourisme religieux dans les ruines de Palmyre et les anciennes églises chrétiennes du Nord. Pourtant, même la diplomatie la plus habile ne peut effacer les défis intérieurs colossaux. Crise humanitaire persistante, quelques 7 millions de déplacés internes, plus de 40% des écoles et des hôpitaux détruits, pénurie chronique d'eau et d'électricité, montée de la criminalité. Des bandes de pillards et d'anciens radicaux ont refusé l'amnistie et sèment le terrorisme rural à coups d'enlèvement et d'extorsion. Fragilité institutionnelle. Le nouveau Parlement de transition, élu lors de scrutins locaux supervisés par l'ONU, manque cruellement d'expérience et se déchire en querelles tribales. Dans les quartiers de Damas, on abat les gravats d'immeubles éventrés, tandis que des réfugiés installent des cabanes de fortune, faute de tentes permanentes. À Alep, des ingénieurs revenus de l'exil discutent de la restauration de la vieille ville, pendant que des Palestiniens en périphérie veillent leur mort dans des cérémonies improvisées. Dans la plaine de Deir ez-Zor, des agriculteurs tentent de remettre en marche les puits de pétrole, mais subissent les sabotages de réseaux clandestins qui prospèrent sur le marché noir. Pourtant, petit à petit, l'imaginaire syrien se reconstruit. Des ONG internationales rapportent le lancement de programmes d'alphabétisation pour des jeunes qui n'ont jamais franchi le seuil d'une école, tandis que de petites usines de textiles dans le nord-ouest embauchent des femmes pour broder des tapis traditionnels destinés à l'exportation. La diaspora syrienne, forte d'environ 6 millions de personnes, renvoie désormais des fonds à leurs familles, flux qui représentait près de 30% du produit intérieur brut avant de chuter à 15% mi-2024. Cette toile complexe de conflits, de reconstruction et d'ambition décrit la Syrie d'aujourd'hui.
Un pays qui, malgré avoir été le théâtre d'une des guerres les plus brutales du XXIe siècle, tente de renaître sous la houlette d'un leader au passé controversé qui, en adoptant un verbe diplomatique, cherche à concilier tribus, confessions et puissances étrangères. Certains analystes y voient le successeur politique le plus digne d'Assad, un dirigeant hybride, autoritaire à l'égard de l'opposition interne et pragmatique sur la scène internationale. D'autres mettent en garde. Cette combinaison de clémence sélective et de pactes obscurs pourrait se retourner contre lui, surtout si les milices jadis soumises à sa loi perçoivent une menace à leur pouvoir. Le temps seul dira si Ahmed al-Shara restera dans les mémoires comme l'homme d'État ayant remis la Syrie sur la carte mondiale, ou s'il sombrera, tel un autre potentat local, dont le pouvoir se sera effrité aussi vite que le soutien international. Jusqu'à ce verdict, chaque geste diplomatique, chaque annonce de reconstruction et chaque initiative de conciliation seront scrutés. Car, dans le maquis complexe du Levant, rebâtir un pays dévasté constitue l'épreuve la plus impitoyable de toutes les ambitions humaines.